La troisième saison de la série House of the Dragon est-elle foutue d'avance? C'est un discours qu'on peut entendre assez régulièrement et qui repose sur trois arguments essentiels, mais à quel point sont-ils pertinents et peut-on trouver de l'espoir dans le premier teaser vidéo de cette saison qui sortira dès le mois de juin? Évidemment, je vais décortiquer les implications de ce teaser en prenant soin de garder les gros spoilers pour la fin de cette vidéo. Alors pourquoi tant d'amertume avant même que cette saison 3 n'arrive? La première explication se trouve bien évidemment dans la déception causée par la saison 2 et notamment sa fin abrupte. En effet, cette saison 2 a souffert d'une grève des scénaristes d'Hollywood, il faut le rappeler, et n'a pas pu être retravaillée correctement. On peut surtout souligner que son budget et son nombre d'épisodes ne lui permettaient pas de se terminer sur la bataille du Gosier, une immense bataille navale qu'on retrouvera dans le premier épisode de la saison 3. Cette impression d'une saison sans finale véritablement marquant n'est pas le seul reproche fait à la saison 2. En effet, la longue période que Daemon va passer à Harrenhal à avoir des visions a relativement peu convaincu, de même que l'énième rencontre secrète entre Rhaenyra et Alicent, cette dernière s'introduisant à Père Dragon pour négocier la prise de Port-Réal et la mort de son fils Aegon. Le discours négatif sur la saison 2 se plaignait de ne pas avoir la fameuse guerre promise depuis longtemps et de se retrouver avec des personnages passifs comme Daemon et Rhaenyra ou au comportement improbable comme Alicent. Je pense que la saison 2 est loin d'être une catastrophe, mais il ne fait aucun doute qu'elle était moins aboutie que l'excellente première saison, qui bénéficiait aussi de la présence du roi Viserys servi par une écriture excellente et l'interprétation virtuose de Paddy Considine. Le deuxième argument qui joue en défaveur de la saison 3 de House of the Dragon trouve racine chez les fans encore nombreux qui accordent une grande importance à l'avis exprimé par J.R.R. Martin. En résumé, l'auteur de la saga n'est plus en accord avec les choix de Ryan Condal, devenu seul showrunner de la série suite au départ de Miguel Sapochnik après la première saison. J'ai déjà consacré une vidéo à la question, donc je ne vais pas me répéter outre mesure ici, mais la mésentente entre Martin et Condal a abouti un temps à une prise de distance absolue entre l'auteur et l'adaptation, même si depuis HBO a tenté de renouer le contact. J.R.R. Martin a pu déclarer notamment que cette saison 3 ne correspondait plus à son œuvre, ce qui vient nourrir les craintes de ses lecteurs qui sont pour la plupart des spectateurs assidus de la série. Enfin, troisième argument à double tranchant celui-ci, utilisé parfois pour dénigrer House of the Dragon, le succès populaire et critique de la nouvelle série A Knight of the Seven Kingdoms. Beaucoup de voix se sont exprimées pour dire que c'est justement par sa fidélité à l'œuvre d'origine que la série parvient à atteindre une telle qualité. Alors certes, Ira Parker, le showrunner de A Knight of the Seven Kingdoms, met un point d'honneur à être fidèle au texte et les discussions avec J.R.R. Martin lors de ses visites de tournage se sont déroulées à merveille. Néanmoins, Ira Parker reste très élogieux au sujet du travail de Ryan Condal, qui a un peu joué un rôle de mentor pour lui. Il faut aussi rappeler qu'adapter une nouvelle comme Le Chevalier Errant n'a rien à voir avec le travail d'adaptation nécessaire pour transformer La Danse des Dragons en série. En effet, La Danse des Dragons, c'est un morceau du livre d'histoire fictive de Westeros, Feu et Sang, et ce livre n'est pas du tout un roman. Il y a beaucoup plus à inventer pour étoffer les personnages et créer du lien entre les événements qui sont décrits selon diverses sources, la fiabilité volontairement incertaine dans le livre. Cela ne dédouane pas Ryan Condal de certains choix discutables qui éloignent la série de l'histoire inventée par J.R.R. Martin, mais il est important de souligner que la comparaison entre les deux séries ne peut se faire sur un pied d'égalité. Si vous souhaitez juger par vous-même, le mieux reste de lire ou encore d'écouter les chroniques du Chevalier Errant, Feu et Sang ou encore Le Trône de Fer. Et pour ça, je vous permets de profiter de 45 jours gratuits d'essai sur l'application Nextory en passant par le lien en description et en commentaire épinglé. Nextory propose des livres audio mais aussi numériques, des bandes dessinées et de la presse. Chaque essai, pris en passant par mon lien, qui rallonge votre période gratuite, permet en même temps de soutenir la chaîne, donc si ce n'est pas déjà fait, foncez en profiter. Ceci étant dit, il faut aussi revenir sur un autre aspect de la série A Knight of the Seven Kingdoms que je couvre chaque lundi, comme ce sera le cas pour le 6e et dernier épisode de ce 23 février. En effet, si cette série a relancé l'amour que certains avaient pour Game of Thrones, c'est parce qu'on y trouve un protagoniste héroïque central au sens classique du terme. Certains spectateurs ont du mal avec House of the Dragon car elle ne propose aucun héros à proprement parler, uniquement des personnages qui vont d'une certaine ambiguïté morale jusqu'à la classique vilainie la plus abjecte. Là, je n'ai pas grand-chose à en dire, si ce n'est que c'est une affaire de goût. Je comprends parfaitement l'attrait pour un héros que je partage, mais ça ne m'empêche pas pour autant d'apprécier House of the Dragon. Ce qui ne fait guère de doute, c'est que la guerre tant attendue par bon nombre de spectateurs
On va l'avoir en saison 3 de House of the Dragon. Le teaser met volontairement l'emphase sur les scènes de bataille et sur l'ambiance mortifère. Attention toutefois, maintenant que les fans vont avoir ce qu'ils demandaient, j'espère qu'ils ne vont pas se plaindre de toute la noirceur qui accompagne la guerre, car oui, encore une fois, les personnages vont morfler. J'en viens maintenant au teaser lui-même qui commence dans la salle du trône de fer, tandis qu'Aemond, protecteur du royaume, assure la régence en l'absence de son frère aîné, Aegon II. On peut sans doute considérer cette scène comme pensée en miroir de celle du premier épisode de la série, aux alentours de la 10e minute du premier épisode, lorsque Rhaenyra, jeune, trouvait son oncle Daemon sur le trône de son frère Viserys. C'est un moyen de rappeler aux spectateurs la fascination d'Aemond pour Daemon et la proximité des méthodes de ces deux hommes violents et ambitieux. C'est aussi le biais par lequel on vient renouveler la légitime suspicion pesant sur Alicent, aussi bien du côté des Verts, lorsque son fils lui demande où elle était, que du côté des Noirs, quand Jacaerys va affirmer à sa mère Rhaenyra qu'elle ne peut pas faire confiance à Alicent. On nous rappelle au passage, en voyant Alicent passer la porte du donjon rouge, que l'héraldique du règne d'Aegon est un dragon or sur fond vert, mais aussi qu'elle a promis à Rhaenyra de lui ouvrir ces mêmes portes pour mettre un terme à la guerre, acceptant qui plus est que Rhaenyra prenne la vie d'Aegon. Alicent porte du bleu, même s'il est facile de le confondre avec du vert. Peut-être qu'elle aurait dû remettre du vert en revenant à Port-Réal, car son fils Aemond est loin d'être un imbécile et pourrait déceler la charge symbolique de ce choix de garde-robe. Ceci étant, il reste possible qu'Alicent explique son geste à son fils et qu'il s'agisse d'un double jeu pour mettre en place un piège. Dans la salle du conseil de Rhaenyra, on peut reconnaître de gauche à droite Maestre Gerardis, qui officie à Père Dragon, Bartimos Celtigar, sire de Pince-Hill, Jacaerys, son fils, Rhaenyra elle-même, Ser Laurent Marbrand de la garde royale et enfin Miss Arya, qui a rejoint Père Dragon en saison 2. Difficile de déterminer ce que regarde Daemon qu'on nous montre sur la mise en garde de Jacaerys à sa mère, mais on peut supposer que c'est justement Rhaenyra elle-même, dans un autre contexte bien sûr, alors qu'elle prendrait des décisions dont il ne l'aurait pas cru capable. Après cette remise en situation, le teaser fonce vers la bataille navale du Gosier avec Baela sur Danselune. On reviendra plus longuement sur cette bataille dans la suite du teaser, qui aurait dû clore la saison 2, sachant que son tournage a demandé des efforts et des moyens considérables. La voix d'Aemond annonce que le roi a abdiqué, et on suit évidemment Aegon II et Larys Fort, les deux boitons de concert dans la forêt. Pour rappel, on les avait laissés ensemble en fin de saison 2, tandis que Larys était devenu le confident du roi, le convainquant de quitter Port-Réal avec lui en secret dans une diligence fermée. Peut-être celle dont on distingue un homme descendre dans le plan rapide qui voit Aegon II poignarder un pauvre type au sol. On peut supposer que leur attelage a été attaqué, reste à savoir par qui et comment Aegon et Larys en réchappent. La main gantée de fer qui pose un dragon sur une carte est celle de Daemon, avec peu de doute possible, pour bien nous signifier que suite à son inactivité de saison 2, la série a bel et bien l'intention de nous proposer un Daemon guerrier au cœur de l'action. Après tout, il a réuni des forces considérables dans le conflant à partir de Harrenhal. Pour une bataille, il faut des adversaires, et ça tombe bien, le camp des Noirs n'en manquera pas, puisqu'on découvre les tentes des forces des Verts, ainsi que Tessarion, dite la Reine Bleue, la monture de Daeron, le dernier fils de Viserys et Alicent, que la série ne nous a jamais montré pour le moment et dont la révélation devra encore attendre la prochaine bande-annonce, même si c'est peut-être lui qui part au galop et que Tessarion semble suivre du regard. Daeron était à Villevieille pendant tout ce temps, servant comme écuyer et échanson du seigneur Ormund Hightower. Ormund est le neveu de Otto Hightower et donc le cousin d'Alicent. On voit Ormund juste après, à la tête d'une formidable armée. Il faut savoir qu'il est porteur d'une épée d'acier valyrien, Vigilance, sachant aussi qu'on nous a promis qu'on verrait plusieurs de ses lames durant cette saison 3. Et un petit point rapide concernant Otto Hightower, justement, que la fin de saison 2 nous avait montré emprisonné, on ne savait pas comment, par qui, et ce teaser ne nous révèle rien de plus quant au destin qui l'attend en saison 3. Évidemment, une danse des dragons implique des dragons, et Vhagar, la plus ancienne et redoutable parmi ceux qui vivent encore à cette époque, se rappelle à notre bon souvenir en cramant de pauvres soldats dans les ruines d'Harrenhal. On peut en déduire qu'Aemond est parti dans l'espoir d'écraser la résistance organisée par Daemon dans cette région. Le regard intense de Rhaenyra dans les flammes pourrait avoir des significations diverses, on pourra y revenir dans la rubrique spoiler, mais le teaser l'associe à dessein avec la déclaration de Daemon qui dépeint Rhaenyra comme la reine des dragons, susceptible de saisir un pouvoir absolu, ce qui est en quelque sorte confirmé par Alicent qui rappelle à Aemond qu'à tout moment, la reine des Noirs peut envoyer ses nouveaux dragons
vers la capitale. Et oui, pour rappel, l'idée de Jakaris a abouti, celle des semences de dragon dans le camp des Noirs. On compte dorénavant Hugues le Marteau sur Vermitor, Ulf le Blanc sur Aile d'Argent et Adam de Karen, le bâtard de Corlys, sur Fumée des Mers. On a aussi vu Rhaena, la sœur de Baela, quitter le groupe qui emmenait les deux plus jeunes fils de Rhaenyra, Aegon et Viserys, depuis le Val d'Arin pour une traversée vers Essos. Dans sa randonnée improvisée et quelque peu grotesque, elle a fini par rencontrer le dragon sauvage, voleur de moutons en fin de saison 2, mais reste à voir ce qui en découlera. Pour revenir aux batailles, elle se gagne aussi entre des milliers de soldats sur le terrain et pas uniquement via les dragons. L'image de Daemon qui plante son épée dans le corps d'un mourant pourrait bien correspondre à la bataille des Berges du Lac, qui a été particulièrement mortelle. Je reviendrai en détail sur les batailles et grands événements attendus cette saison dans la partie spoiler. Et justement, on en revient à celle du Gosier qui devrait nous offrir un premier épisode absolument mémorable avec Aline de Karen, autre fils bâtard de Corlys, qui observe la volée de flèches plantées dans la coque du navire qu'il dirige. Plus que les flèches, toutefois, c'est sans doute les récifs qu'il regarde d'un œil méfiant, car ils sont plus à même de mener à un naufrage rapide. Il n'y a aucun suspense quant aux forces en présence durant la bataille du Gosier, puisqu'on avait vu en saison 2 Tywin Lannister partir recruter les pirates de la Triarchie. Il a accepté de leur céder les degrés de pierre et a fini de convaincre Sharako Loar, leur meneuse, en l'affrontant dans un combat de lutte dans la boue. La bataille navale va donc opposer les combattants de la Triarchie aux forces navales Velaryon, qui dominent les mers de Westeros à l'époque. On voit Corlys lui-même qui semble en proie à un stress intense en regardant vers le bas, donc vers la mer, on peut le supposer, qui correspond à un point à traiter, en spoiler bien sûr. Le plan de Criston Cole en simple gambison, la pièce portée sous l'armure de métal, qui s'inscrit dans l'empreinte énorme d'un dragon, nous rappelle sa prise de conscience en saison 2, tandis qu'il avait été témoin du déchaînement des créatures lors du siège de repos des Freux. En effet, Criston Cole avait perdu ses illusions d'être décisif dans le déroulement du conflit, sachant qu'il serait toujours dans l'ombre littérale des combats de dragons. On retrouve ensuite Caraxès qui est bien rendu visuellement, contrairement à la silhouette très floue de Daemon sur son dos, qui fait un petit peu tache. Dans l'ensemble, les effets visuels de House of the Dragon sont très aboutis, et pas seulement d'ailleurs, puisque la photographie est régulièrement magnifique dans la série, et notamment en intérieur. Les gardes qui dégainent pour défendre l'approche du trône de fer laissent clairement supposer une tentative d'accès, mais reste à savoir comment, par qui et ce qui en résultera. Enchaînement rapide et retour à Aline de Karen qui dirige son équipage en pleine bataille. L'interprète, Abubakar Salim, exprimait combien le tournage avait été éprouvant et une source de fierté. On l'avait découvert dans la série de SF Raised by Wolves, malheureusement annulée malgré son originalité et ses mystères passionnants. La charge à laquelle on assiste ensuite sur la terre ferme, bien sûr, est celle des loups de l'hiver, 2000 vieux guerriers envoyés du nord par Cregan Stark, le jeune seigneur de Winterfell que Jakaris était parti rencontrer en début de saison 2, rappelez-vous. On avait vu cette troupe traverser le pont de la forteresse des Jumeaux dans l'épisode 8 de la saison 2, prêts à envoyer du pâté congelé. Et oui, les loups de l'hiver sont des vétérans qui partent en campagne avec l'idée de mourir au service de Rhaenyra. On découvrira leur meneur lors de cette saison 3, il sera interprété par Tommy Flanagan, qu'on avait vu dans Braveheart, Gladiator ou encore Sons of Anarchy. Permettez-moi de vous dire que le personnage devrait marquer. Le plan rapide des combats sur une plage correspond forcément à la bataille du Gosier du premier épisode, qui oppose donc la Triarchie aux forces Velaryon. Quant au duel de démons en armure à l'intérieur d'un château, cela pourrait correspondre à plusieurs lieux, mais je garde ma déduction pour l'instant. Quoi qu'il en soit, il affronte un soldat ou un chevalier des Verts, bien entendu, comme l'indique la cape de son adversaire. On a encore du teasing sur la bataille navale avec Jakaris qui fait du Razmot ou du Razvag sur son dragon Vermax en cramant le plus de navires ennemis possible. Et là, le teaser s'emballe avec Rhaenyra qui frappe en rythme avec la musique sur une porte de Père Dragon, puis Criston Cole qui achève un adversaire, tandis qu'Aegon II, puis Corlys regarde avec effarement vers les cieux. Alicent regarde pour sa part aussi un mouvement, mais du haut vers le bas, tandis que Daemon est en pleine furie guerrière, tandis qu'une silhouette résume toute la danse des dragons avec ce soldat isolé et un déluge de feu en arrière-plan, le tout dans une ville qui est potentiellement Chutebourg. Bien évidemment, tous ces plans de visages effarés sont soigneusement calculés pour nous renvoyer vers nos propres attentes et frustrations de téléspectateurs. Que voit-il? Que nous réserve cette saison? Et quand arrive-t-elle pour que nous puissions enfin voir ce que les personnages voient? On termine sur le visage de Rhaenyra dévasté par la tristesse, tandis qu'on distingue derrière elle des soldats ou des messagers a priori à Père Dragon, encore et toujours. La voix de Daemon affirme que c'est le moment pour elle de devenir reine, comme si c'était en se transformant et en laissant de côté ses tentatives de conciliation qu'elle pourrait enfin devenir la souveraine incontestée des 7 couronnes, mais à quel prix? Fumée noire, flammes, pleurs, bataille, carnage, toutes les promesses sont là, et on ne parle pas que de notre monde réel, mais bel et bien de celui du trône de fer.
commentaires. Monde que vous pouvez écouter via Nextory, je vous le rappelle, avec 45 jours d'essai gratuit, en passant par le lien disponible en description et en commentaire épinglé, ce qui soutient mon travail, la chaîne au passage. Il est temps d'en venir à quelques spoilers destinés aux lectrices et lecteurs parmi vous qui ont déjà une assez bonne idée de ce que cette saison 3 pourrait nous réserver, mais qui se demandent sans doute quels événements seront adaptés et quels autres seront laissés de côté, et jusqu'où ira cette saison 3 qui sera l'avant-dernière de la série. D'après Ryan Condal lui-même, on aura 4 grands événements de feu et sang dans cette saison 3. Il n'est pas évident de déterminer lesquels avec une absolue certitude, mais je pense que la liste que je vais vous donner dans l'ordre chronologique a une chance très élevée d'être la bonne. Il s'agira pour commencer de la bataille du Gosier dans l'épisode 1, premier grand événement bien entendu, avec les conséquences et les pertes humaines qu'on connaît. Je serais très étonné que la série décide d'épargner Jack Harris. On peut se dire qu'il part rejoindre la bataille après avoir enfermé sa mère, ce qui correspondrait donc au montage de Rhaenyra qui frappe sur la porte. Et vous l'aurez deviné, je pense que ce que Corlys regarde dans la mer avec tant de détresse, eh bien c'est sans doute la mort de Jack Harris, ou encore sa tentative de sauver son frère, mais ça on le découvrira. Ensuite, la Reine du Camp Noir passera en mode sans pitié et prendra Port-Réal dans l'épisode 2 ou 3, je suppose du moins. Cela donnera l'occasion de nouvelles scènes avec Alicent, mais aussi avec Helaena, puisque la responsabilité de la mort de Jaehaerys pèse en partie sur Rhaenyra, même si c'est Daemon qui en est le principal instigateur. On pourra voir comment le peuple réagit au pouvoir de Rhaenyra et la manière dont la pression des impôts risque de faire doucement basculer l'opinion de la capitale, notamment au travers des mesures de Bartimos Celtigar. Le troisième grand événement devrait correspondre à la bataille des Berges du Lac, encore appelée la curée des poissons. C'est la plus grande victoire, la plus sanglante des forces noires sur les forces des Verts, notamment grâce au sacrifice des loups de l'hiver. Il n'est pas impossible que cette bataille soit réunie avec celle du bal du boucher qui verra les derniers moments de Criston Cole, mais ce n'est pas une certitude, on pourrait conserver cet événement fort pour l'épisode 6 de la saison. Dans ce cas, on aurait sans doute les Berges du Lac en épisode 4 ou 5. Enfin, le quatrième grand événement devra nécessairement correspondre à la première bataille de Chutebourg, mais elle prendra une forme très différente de celle des livres, car les Noirs seront a priori les attaquants de la cité, et plus ses défenseurs. La mise en danger de la femme de Hugues le Marteau pourrait être l'élément déclencheur de sa trahison qui renversera le cours de la guerre et mettra les forces du camp noir en grand péril. Il faudra voir comment la trahison d'Ulf le Blanc viendra se greffer à cette théorie. Outre ces 4 grands événements, on devrait je pense avoir une version réduite de la bataille de l'Hydromel pour des questions de coût et aussi d'équilibre entre dialogue et action. Cette bataille, ou du moins son résultat, devrait survenir dès le 2e épisode, pour marquer l'importance de Hormone Hightower et la puissance de sa troupe, avec cette victoire aussi inespérée des Verts grâce à Daeron sur Tessarion. Il semble plus que probable que Rhaena prendra le rôle qu'a Horty dans le livre, en devenant la cavalière de voleurs de moutons. Cela laisse une grande part d'incertitude quant à son rôle dans la saison à venir, tout comme dans la dernière. Pour revenir rapidement sur cette image de Rhaenyra qui regarde dans les flammes, elle pourrait correspondre à sa position à Port-Réal, alors qu'elle regarderait le crâne de son père dans la cheminée, puisque dans un très court teaser visuel précédent, on avait vu ce crâne qui semble correspondre à celui de l'ancien roi Viserys, du fait des dommages au niveau de sa mâchoire, et elle pourrait sans doute contempler la question de la mort, puisqu'elle perd ses fils, ses enfants, les uns après les autres. La saison 3 pourrait se terminer sur la mort d'Helaena qui pourrait correspondre à cette scène du teaser quand Alicent regarde quelque chose qui tombe, puisque Helaena, dans le livre du moins, est défenestrée et vient s'empaler sur une grille. Cela sonnera le début de la fin pour Rhaenyra, bien entendu. Une saison qui s'annonce très rude en termes d'impact émotionnel, mais aussi éminemment spectaculaire. Cette saison 3 mettra en scène la rencontre entre Aemond et Alice Rivers, alors qu'il quittera Port-Réal pour s'en prendre à Harrenhal, une rencontre qui devrait promettre de belles scènes, étant donné les 2 personnages et les 2 interprètes. Il est évident que la seconde bataille de Chutebourg, si elle a bien lieu dans l'adaptation du moins, et surtout l'affrontement tant attendu entre Daemon et Aemond, ne surviendront qu'en saison 4. Alors, est-ce que vous avez été convaincu par ce teaser? Est-ce que vous avez envie de regarder cette 3e saison de House of the Dragon? Ou est-ce que vous êtes dégoûté? Vous vous dites que tout ce que vous voulez, c'est la 2e saison de A Knight of the Seven Kingdoms? Eh bien, sachez que cette saison 2 de A Knight of the Seven Kingdoms arrivera assez vite, en début d'année prochaine. Et pour ce qui est de la saison 4 de House of the Dragon, c'est un peu plus nébuleux. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!